Et donc, pour cet atelier, c'est Camille que ceux qui ont participé à l'atelier précédent ont vu à l'œuvre sur la présentation d'innovation qui va animer cet atelier. Et je co-animerai avec elle en étant à Fresnes. Donc, bienvenue aux nouveaux arrivants et Camille, le micro est à toi. Euh, Cette session sur le défi de l'énergie, on va juste en quelques mots dresser un portrait. Gérald, je te laisse intervenir quand tu le souhaiteras pour compléter. Oui, alors peut-être essaye de rester à la même distance du micro parce que parfois il y a des petits blancs. Ouais, ok. Et là, c'est bon? Là, c'est bon. Ok, parfait. Donc, on y va. Le froid et l'énergie. Par contre, je n'ai pas la main sur les slides. Donc, le froid et l'énergie. Donc, le froid, c'est à peu près 5 milliards d'équipements dans le monde en 2019. Et ces 5 milliards d'équipements de production de froid, hein, que ça aille du réfrigérateur domestique en passant par les entrepôts, les clims de voiture, ça consomme environ 20% de l'électricité mondiale. Et cette électricité, elle est produite à près de 60% par des énergies fossiles, donc extrêmement émettrices de gaz à effet de serre. Et le défi, c'est qu'on anticipe une croissance du marché du froid, donc la demande d'équipements de réfrigération devrait essentiellement avoir lieu dans les 10 prochaines années sur des marchés émergents comme l'Inde et l'Indonésie, dans des pays dans lesquels en fait la production d'énergie est essentiellement fossile. Donc c'est un vrai enjeu au niveau du changement climatique. Et aussi parce que la question, c'est que le froid, ça consomme de l'énergie, mais l'absence de froid, c'est un réel enjeu également au niveau de l'énergie. On a à peu près, en termes de coûts énergétiques, 40 à 75% de la facture énergétique des entrepôts, c'est la production de froid. Au niveau du transport, c'est 10% à peu près de surconsommation liée à la production du froid dans le transport, et c'est à peu près 2% des coûts du carburant uniquement pour les groupes autonomes sur les remorques. En revanche, l'absence de froid, ça coûte très cher aussi énergétiquement parlant, à peu près un tiers de pertes alimentaires par année dans le monde. Ça peut être beaucoup plus que ça. Par exemple, si je parle du Canada, on est à peu près à 60% de ce qui est produit, qui est gaspillé ou jeté, et notamment en raison de ruptures de chaîne du froid, de problèmes logistiques. Et en termes énergétiques, en Amérique du Nord, de manière générale, si on devait comparer les pertes alimentaires avec de l'énergie, on pourrait en fait alimenter la totalité du continent nord-américain quasiment en énergie, en électricité pour une année. Donc oui, ça consomme beaucoup d'énergie, mais en même temps, l'absence de froid en gaspille aussi beaucoup d'énergie. Alors, les défis de la transition énergétique, le froid, la première chose, c'est d'essayer de faire mieux avec moins. C'est ce qu'on appelle l'efficacité énergétique ou les économies d'énergie. Donc, on aura des présentations aujourd'hui sur les certificats d'économie d'énergie et des programmes comme le programme Éclair. La question des énergies renouvelables, le défi de produire de l'énergie plus respectueuse de l'environnement, mais c'est le défi du stockage, hein, notamment pour l'électricité, et les technologies propres, hein, de l'éco-conception à la fin de vie des équipements. L'idée, c'est que ce n'est pas juste le carburant qu'on utilise qui doit être propre, c'est aussi les technologies qui permettent de produire cette énergie-là tout au long du cycle de vie. Donc, on va en parler également. Donc, je laisse la parole d'abord. Donc, la première présentation, les certificats d'économie d'énergie. Donc, je vais laisser la parole à Steve Benisti. Oui, merci Camille. Vous m'entendez bien? Nous t'entendons très bien, c'est bon. Parfait. Eh bien, merci Camille, merci au Sémafroid pour avoir relevé le défi de ces journées techniques virtuelles, je crois une première. Et pour parler de défis, justement, parlons des défis de l'énergie au travers de 4 défis principaux. Comment injecter plus de 10 milliards d'euros pour financer les économies d'énergie sans que cela soit à la charge du contribuable et que cela puisse profiter aux entreprises et aux entreprises du froid.
comment faire en sorte que le plus grand nombre d'entreprises puissent en bénéficier dans un deuxième défi. Un troisième défi, comment vérifier l'efficacité de ces économies d'énergie. Et enfin, que faire pour en profiter rapidement pour les entreprises du froid, mais aussi pour que leurs clients puissent en profiter rapidement. Alors, je vous laisse défiler, il ne me semble pas avoir la main. Si, merci. Tu as même la main lourde, je dirais. Oui, je vois, pardon. Bien, premier défi, financer les économies d'énergie. Comment, avec un dispositif législatif durable qui s'inscrit, on va dire, dans le temps long, puisqu'il a été initié dès 2005 avec la loi POP. Je reprends en substance la citation de Mohamed qui disait que, en substance, l'intelligence, c'est la capacité de transformer l'innovation en facture, mais c'est également de trouver un financement en amont pour pouvoir financer les innovations. Et donc, le dispositif des certificats d'économie d'énergie s'inscrit totalement dans cet esprit, en ayant été créé très tôt. Et aujourd'hui, nous sommes déjà dans une 4e période de ce dispositif. Alors, c'est quoi exactement pour les néophytes sur le sujet? C'est plus de 20 milliards d'euros d'astreintes pour des fournisseurs d'énergie sur des périodes triennales s'ils ne disposent pas de certificats d'économie d'énergie. Ces certificats matérialisent le changement d'une installation par une installation plus performante. Et donc, ce changement donne lieu par l'autorité administrative à la délivrance de certificats d'économie d'énergie. Donc, on a la création d'une demande de certificats qui peuvent être valorisés et on a cette création de demande auprès des fournisseurs d'énergie qui vont en acheter. Ensuite, vous avez effectivement des acteurs qui sont à la fois des éligibles ou des entreprises qui sont des acteurs non éligibles. Les éligibles sont des collectivités territoriales, des bailleurs sociaux, l'ANA, qui peuvent disposer de ces certificats directement. Les entreprises et les entreprises du froid doivent anticiper les travaux et signer un contrat d'incitation avec un organisme agréé pour pouvoir en disposer. Alors, deuxième défi, universaliser et concerner toutes les entreprises du froid, mais aussi pouvoir en faire profiter leurs clients. On a évoqué durant cette journée différents dispositifs innovants pouvant générer des économies d'énergie. Et donc, on est dans un cadre où on introduit une diversité, une flexibilité, une innovation dans les économies d'énergie. Une diversité par des opérations standardisées. Standardisées parce que nous avons plus de 200 opérations qui ont été définies par des calculs théoriques dans des groupes de travail. Et donc, 90% des opérations d'économie d'énergie recensées et attribuées sont des opérations standardisées, c'est-à-dire sur des bases théoriques. On n'est pas du tout sur de la mesure des économies d'énergie, mais on est effectivement sur l'application d'une fiche standardisée. À préciser quelque chose d'important, c'est qu'il y a un effet d'opportunité, c'est-à-dire que ces fiches standardisées peuvent évoluer. Elles peuvent soit augmenter, soit diminuer. En général, les financements liés à ces fiches ont tendance à diminuer parce que lors de leur publication, on peut constater qu'il y a un effet d'aubaine et qu'elles peuvent financer jusqu'à 100% pour partie, pour certaines opérations, des investissements à réaliser. Donc, c'est un point très important à souligner qu'il faut pouvoir saisir les opportunités lorsque on a des nouveautés sur ces fiches. Alors, ces fiches sont assez variées puisqu'elles vont concerner pour 35,2% les utilités, 23,7% donc utilités des variateurs électroniques de vitesse par exemple, 23,7% de la thermique, 12% des équipements. Donc, on est assez varié, on concerne différents secteurs qui vont être du tertiaire, qui vont être vos bureaux, qui vont être de l'industrie, qui vont être tous vos process sur lesquels on peut intervenir et sur lesquels vous pouvez avoir des financements lorsqu'il y a des changements d'équipement. Mais chose importante,
vous êtes aussi des fournisseurs d'équipements auprès de vos clients. Donc, vos clients peuvent en bénéficier. Ça peut être aussi un atout important pour vous appuyer dans la distribution de vos installations, de vos équipements auprès de vos clients. Sur les opérations spécifiques, vous avez une approche qui est plus de la mesure, on est plus sur la réalité des choses et on s'inscrit sur des dispositions qui sont plus longues à obtenir. Donc, on va être essentiellement sur des grosses installations qui vont générer beaucoup d'économies d'énergie. À préciser que certaines opérations vont être bonifiées soit par leur localisation, si on est sur des zones non interconnectées avec le réseau métropolitain, j'entends par là l'outre-mer ou la Corse, sur lequel on peut avoir des bonifications sur les certificats d'économie d'énergie. Un dernier volet, que sont les programmes C2E, qui ressemblent à des opérations spécifiques, mais qui n'en sont pas réellement, puisqu'on va développer des actions qui sont dédiées sur la durée d'un programme. Et en cela, on a le programme Éclair qu'on évoquera ensuite, ainsi qu'un autre programme qui est porté par l'Association française du froid, qui est Climeco. Et vous avez un ensemble d'autres programmes. Vous avez en tout 72 programmes qui peuvent permettre aux entreprises, aux structures du transport sur différents secteurs de pouvoir bénéficier d'économies d'énergie. Je précise que sur ces différentes opportunités et sur cette diversité d'opérations, le CEMAFROID est impliqué et dans les groupes de travail également et apporte une expertise et nous échangeons régulièrement sur ces sujets. Alors, il est important aussi d'étudier des éléments issus d'une analyse que nous avons effectuée auprès d'une centaine d'entreprises sur le mode de financement d'entreprises. On a les certificats d'économie d'énergie qui sont privilégiés dans plus de 60% des cas, qui ont permis de réaliser des investissements, que ce soit en relamping, que ce soit en récupération sur des systèmes de régulation avec haute pression flottante. On a aussi une participation en fonds propres des entreprises ou du prêt bancaire et on peut aujourd'hui cumuler ces financements de C2E avec l'ADEME, avec des financements ADEME, ce qui n'était pas le cas. Alors, je précise que cette étude est antérieure à cette disposition cumulative des C2E avec des financements ADEME. Les temps de retour sur investissement qui ont été constatés sont quasi immédiats pour 50% des répondants de notre analyse et entre 1 à 3 ans pour 30% des entreprises. Donc, on voit qu'on a réellement une opportunité, que ce soit pour les entreprises du froid ou que ce soit pour leurs clients et pour faciliter la pénétration de vos équipements. Alors, le contrôle est essentiel dans la démarche. Pourquoi? Parce qu'on a dans la haute décision d'attribution des certificats d'économie d'énergie et des financements sous-jacents, on a l'autorité administrative qui va vérifier et valider la légitimité des demandes. Donc, la compagnie des économies d'énergie, de son côté, va gérer cette obtention auprès du pôle national des certificats d'économie d'énergie, va gérer le montage des dossiers ainsi que la valorisation des certificats d'économie d'énergie. Mais en parallèle, il est essentiel de pouvoir avoir un tiers de confiance, des organismes accrédités COFRAC, comme le bureau de contrôle Tech Énergie, qui est une filiale de Technea, qui peut réaliser des contrôles volontaires ou des contrôles réglementaires pour sécuriser la conformité des travaux ainsi que l'obtention des prix. On évite ainsi des risques de refus de l'administration, des risques sous-jacents de pénalités. On va avoir une maximisation des financements prévus, mais aussi ça peut permettre d'identifier de nouvelles sources de financement et d'anticiper des risques et d'identifier de nouvelles opportunités. Alors, comment être proactif dans ce cadre-là et éviter de perdre des financements faciles? Bien, il faut se poser les bonnes questions. Être
au préalable, se dire si on veut financer ces installations, financer les installations de ses clients, comment s'organiser, améliorer quels équipements aujourd'hui ou voire anticiper demain. Quels sont les travaux qui sont réalisés, prévus ou utiles? Première question. Et si vous n'avez pas prévu certains travaux, est-ce que vous en avez que vous souhaiteriez réaliser si vous aviez un financement total sur ces travaux? Ensuite, vous pouvez aller au-delà sur la réflexion des équipements qui sont éligibles au certificat d'économie d'énergie dans le domaine du froid, voire au-delà, améliorer votre performance sur vos propres installations, sur le confort de vos bureaux. Ce type d'éléments, que ce soit en éclairage, que ce soit en isolation thermique des structures, que ce soit dans le domaine des changements de véhicules, de votre flotte de véhicules, toutes ces questions à aborder dans le domaine des économies d'énergie, qui est le point directeur de la réflexion. Disposez-vous de l'expertise suffisante sur ce montage? Certains d'entre vous ont une expertise dans ce domaine. Nous avons pu travailler pour certaines entreprises qui font partie de l'assistance et donc nous savons qu'elles ont une expertise. Mais on est dans un domaine qui est très mouvant, à la fois technique et financier, sur différents éléments. Donc, il est important de vérifier qu'on est à jour sur ces sujets. Ensuite, comment constituer un dossier de certificat d'économie d'énergie? Financer ces travaux avec les certificats d'économie d'énergie et enfin, toucher et matérialiser ce financement. Donc, sous quel délai pouvoir matérialiser ce financement? Est-ce qu'on peut même disposer de ce financement avant le début des travaux? Ce sont des éléments possibles et ça dépend du cas particulier de chacun. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est pas toujours très simple à comprendre comment fonctionnent les systèmes de certificats d'économie d'énergie, mais c'est essentiel d'avoir des incitatifs justement pour pouvoir orienter les investissements vers des technologies plus propres. Je vous rappelle que si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le petit espace qui est dédié QR ici. On essaiera d'y répondre à la fin. Dans la complémentarité de ce qui vient d'être présenté, on va parler maintenant d'un programme spécifique, le programme Éclair, donc, qui est financé par les CEE. Donc, je vais laisser la parole à Éric Devin de l'Association française du froid. Merci beaucoup Camille. Vous m'entendez bien? On t'entend très bien. D'accord. Alors en fait, je ne vais pas présenter Éclair, je vais présenter 2 programmes parce que je n'aurais pas pu en présenter 3. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, ça va être une illustration de ce que vient de décrire très précisément Steve, qui d'ailleurs coopère au programme de C2E dans le froid. Alors, dans les programmes de C2E, il y a des programmes qui sont dédiés à la formation, à la sensibilisation pour générer des économies d'énergie. Alors, dans ce cadre, je n'ai pas la main. Vous pouvez contrôler l'écran. Il faut que tu acceptes, Vincent t'a donné la main, mais il faut que tu acceptes pour pouvoir faire passer les diapos. Sinon, on peut les faire passer, il suffit que tu nous dises suivante. Parce que je n'y arrive pas. Tu dis suivante et on fait passer. Donc, ce que je vais présenter, c'est alors le principe des programmes C2E, mais vu du côté de la mise en œuvre. Et puis ensuite, je présenterai effectivement le programme Éclair avec les actions, les ressources et les impacts. Et puis la même chose pour le programme Climéco qui est porté par l'AFF. Concernant les principes des programmes de C2E, comme l'a expliqué précédemment Steve, il est possible d'avoir une contribution financière lorsque l'on génère de l'information, de la formation, de l'innovation en faveur de la maîtrise de la demande énergétique. Donc, elle permet de se voir délivrer des C2E. Et ces programmes sont définis par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Et le dernier appel d'offres a eu lieu fin 2019, avec la publication en janvier 2020 d'un certain nombre de programmes qui ont été acceptés. Il y avait déjà eu précédemment un appel d'offres dans lequel le programme Éclair avait été accepté.
Si on peut passer à la slide suivante. Donc, le principe général vu du côté de la mise en œuvre, alors on a des fournisseurs d'énergie qui sont des obligés et qui vont financer au titre des C2E un porteur de programme qui va mettre en œuvre des actions de formation et de sensibilisation vis-à-vis de bénéficiaires en vue de générer des économies d'énergie. Alors, la différence d'une fiche C2E technologique associée à une évolution matérielle qui va générer des économies finales directes, on est ici dans la sensibilisation et de la formation, et par conséquent, on va générer des économies d'énergie de façon indirecte, et la principale difficulté sera évidemment d'évaluer, de quantifier ces économies d'énergie dans le succès du programme. Alors, si on regarde cet écosystème de programmes, oui, la slide d'après, sur le catalogue qui est disponible sur le site du ministère de la Transition écologique et solidaire, il y a aujourd'hui 72 programmes et il n'y en a que 2 liés au froid. Pourtant, le froid, je crois, représente jusqu'à 20% de la consommation d'énergie électrique pour la climatisation et la réfrigération. C'est donc un levier tout à fait important. Et donc, il y a certainement matière à en développer plus. Aujourd'hui, les 2 programmes qui sont directement liés au froid sont de 2 natures finalement assez différentes, mais qui illustrent bien la démarche. Il y a évidemment le programme Éclair qui est porté par le CEMA-Froid et qui est un programme à l'intention des professionnels sur le froid embarqué. Et si on regarde tous les programmes qui sont associés au froid embarqué, et bien finalement, on a 28 programmes qui sont liés au transport et un seul qui concerne le froid. Du côté des programmes grand public qui sont liés notamment à la formation dans le domaine du bâtiment, de l'isolation, de la consommation d'énergie finale des ménages, il n'y a qu'un seul programme, c'est le programme Climéco, qui concerne la climatisation dans les dom-toms. Alors, je vais faire un focus sur ces 2 programmes pour un peu jeter le trait des actions et des objectifs de ces programmes pour que vous les connaissiez bien et que ça vous donne peut-être matière à réflexion pour en créer d'autres. Alors, si on reprend l'écosystème de tout à l'heure, dans le cadre du programme Éclair, le fournisseur d'énergie, c'est Intermarché, qui est une entreprise obligée qui vend de l'énergie et qui va financer donc le porteur de programme qui est le CEMA-Froid associé à Hydropart et une entreprise digitale qui s'appelle Visible Digital. Et le but de ce programme, c'est de former et de sensibiliser des conducteurs-livreurs à des bonnes pratiques dans la maîtrise de la chaîne du froid et dans la gestion de l'énergie dédiée au froid dans tout ce qui est livraison, transport frigorifique. Alors, la slide d'après. Les actions du programme Éclair, elle est basée sur le fait qu'au-delà de l'aspect purement technologique lié à l'efficacité énergétique des groupes frigorifiques, par exemple, ou des technologies qui sont associées, ou de l'isolation même des caisses, il y a un certain nombre de bonnes pratiques qui sont liées à l'activité humaine, au rôle des conducteurs-livreurs, les ouvertures de portes, la maîtrise technique du transbordement des marchandises lors des livraisons, la nature des technologies qui vont être mises en place pour éviter les déperditions thermiques des caisses lors des livraisons. Et tous ces éléments statiques sont aujourd'hui absolument pas couverts par les programmes qui sont liés au transport, qui en général se basent sur de l'éco-conduite, sur de la maîtrise technique de la consommation d'énergie des engins. Et dans ce domaine, le fait de centrer le conducteur au cœur du programme est bien adapté à une situation de formation et de sensibilisation. Alors, ce qui est original, évidemment, par rapport à ce programme, c'est qu'au-delà de dispenser des simples formations aux économies d'énergie, le conducteur et son camion sont placés dans un écosystème et un système d'information qui va permettre d'optimiser et de vérifier que les pratiques qui sont enseignées vont être reproduites sur le terrain. Alors, elle se base d'abord sur un système de marquage dynamique. Alors, le marquage dynamique est un moyen de faire le lien entre le conducteur et puis une source documentaire, des ressources d'information qui vont lui permettre de se remémorer ces bonnes pratiques, d'une certaine manière de le suivre dans le temps. Le fait que
le camion soit ensuite connecté au dispositif Visible Digital, qui est une plateforme numérique d'optimisation de l'organisation du transport avec des finalités de faire des économies, va permettre aussi de vérifier que le comportement du conducteur est bien en adéquation avec ce qui a été enseigné. Alors, ce programme est facilité par des opérations qui sont évidemment prises en charge par les fournisseurs d'énergie dans le cadre des C2E, avec des objectifs tout à fait quantifiables, hein. Un nombre de conducteurs formés, 10 000, avec d'ailleurs une progression très importante. Je n'ai pas les derniers chiffres en tête, mais peut-être que le CEMAFRA pourra les donner. 135 000 véhicules sous température dirigée qui seront marqués et feront donc l'objet de cette connexion au système de ressources pour remémorer et pour faire en sorte que les éco-gestes et que les bonnes pratiques soient mises en œuvre de manière continue. Et puis 10 000 véhicules optimisés de manière à les intégrer dans la plateforme digitale Visible Digital. Voilà, alors ça c'est un exemple de marquage, hein. Alors le lien entre le système d'information, la plateforme de ressources et puis le marquage se fait par des QR codes accessibles par des téléphones portables ou par des plateformes mobiles, ce qui permet donc au conducteur de à la fois se remémorer et puis de signifier dans le cadre de Visible Digital la réalisation d'un certain nombre d'actions qui sont traquées de manière à pouvoir quantifier l'énergie. Le principal impact de ces mesures, c'est évidemment une économie d'énergie fossile dans la plupart du temps, notamment pour les groupes frigorifiques basés sur des groupes à compression fonctionnement au diesel. On a toujours un petit peu l'habitude d'évaluer les solutions vertueuses par les 3 P, hein, Planet, People et Profit. Alors, au niveau de la planète, évidemment, la consommation directe d'énergie fossile du fait des émissions de GES liées à l'énergie enfin, les économies dans ce domaine liées par le programme vont être très vite convertibles en émissions évitées de gaz à effet de serre. Et d'ailleurs, un certain nombre d'indicateurs, de mesures permettent d'évaluer les émissions évitées. Le deuxième, concernant évidemment l'aspect people, l'aspect impact sur la santé et autres, c'est moins d'émissions de NOx, de SOx et de PM2,5 qui sont des polluants locaux. Et enfin, une baisse de la consommation des groupes frigorifiques qui se concrétise évidemment par une baisse de la facture d'énergie associée au transport frigorifique. Alors, je voudrais attirer l'attention sur le fait que, au-delà de la technologie qui permet d'améliorer l'efficacité énergétique et qui contribue aux mêmes impacts, aux mêmes améliorations de l'impact global, le fait qu'une grande partie des sources d'énergie liées aux bonnes pratiques sont des bonnes pratiques qui ont lieu en phase statique, lors des livraisons, lors des chargements, lors des préchargements, et qui ne sont donc pas liées à l'application simplement d'une technologie dont les bénéfices sont permanents, quel que soit l'usage. Eh bien, on a ici une source de progrès qui d'abord n'est pas négligeable, hein, puisqu'on peut avoir 28% de gains énergétiques au total d'après les études sur la consommation liée au froid. Alors 28% de la consommation liée au froid, hein, pas 28% de la consommation totale. Et ce levier aujourd'hui est totalement transparent de toutes, disons, les méthodologies d'évaluation des impacts GES. Hein. Souvent, quand on calcule les GES, on a des facteurs d'émission par défaut qui tiennent compte de la consommation kilométrique des engins et qui ajoutent un forfait, souvent en pourcentage de la consommation liée à la production de froid, alors que globalement, une grande partie de cette consommation n'est pas liée à la phase dynamique du transport, mais à des phases statiques. Donc, Éclair, au-delà de l'aspect purement formation, sensibilisation, va permettre aussi probablement d'améliorer la connaissance, en tout cas d'améliorer les méthodologies de calcul d'impact des émissions de gaz à effet de serre. Alors, au niveau de Climéco, on est dans un autre univers. Là, il s'agit donc
d'un programme qui est localisé dans les départements d'outre-mer et qui est lié à l'utilisation de la climatisation par les ménages. Donc, on s'adresse à une autre population qui n'est pas professionnelle. Le fournisseur d'énergie qui finance les actions sont au nombre de deux, avec Engie d'une part et Vivo Énergie Réunion, qui est un distributeur de carburant à La Réunion. Engie, je ne le présente pas puisque tout le monde sait ce qu'ils font. Ils financent donc, dans le cadre des programmes Climeco, un porteur qui s'appelle l'Association française du froid, que je représente, et qui remercie d'ailleurs le CEMAFROID de l'avoir invité à présenter les programmes C2E dans ces journées techniques. On va évidemment pas former et sensibiliser tous les ménages. La tâche serait malheureusement très longue et probablement impossible à générer. On va donc s'appuyer sur des relais, sur des ambassadeurs qui vont permettre de susciter des économies d'énergie chez les bénéficiaires que sont les ménages et les foyers dans les dom-toms pour générer des économies d'énergie. Donc, vous voyez que la gymnastique d'esprit est adaptée aux bénéficiaires, à notre capacité à agir sur eux, à leur nombre et à l'impact en termes d'économie finale qu'on pourrait générer avec ces actions. La slide d'après, s'il vous plaît. Alors, les actions, elles sont doubles. D'abord, là encore, on va s'occuper des bonnes pratiques de maintenance pour les frigoristes dans leur métier de tous les jours sans évidemment proposer la solution qui pourrait paraître simple, qui consiste à dire votre clim n'a pas forcément un bon ratio d'efficacité énergétique, il faut la changer pour une neuve, ce qui n'est pas toujours possible, j'y reviendrai plus tard. Et puis, il y a une partie d'éco-gestes qu'il va falloir insuffler au grand public. Mais le grand public, il est sollicité de plein de façons. On lui dit souvent ce qu'il doit faire. Et donc, derrière ça, il va falloir trouver et mettre en place un système astucieux dans ce domaine. Alors, pour ça, on va former des ambassadeurs Climeco qui vont être en interface avec les ménages. Alors, évidemment, les frigoristes qui se chargent de la maintenance des climatisations, mais aussi les bailleurs sociaux ou privés, les gestionnaires d'hôtels, puisque un client dans un hôtel, souvent, n'a pas conscience des économies, ou en tout cas n'a pas la volonté de générer des économies pour l'hôtel. C'est le cas dans l'eau, mais c'est certainement aussi le cas pour la clim. Et puis, de permettre aux ménages d'accéder à des ressources de type coaching par le biais, là encore, les idées ont été assez proches dans le développement des programmes, de stickers ou de marquage avec QR code qui va permettre d'enrôler de manière volontaire, évidemment, les ménages sur la plateforme qui va leur délivrer les éco-gestes et intégrer un certain nombre d'éléments sur les économies qu'ils pourraient générer en euros, car c'est probablement le plus incitatif. Alors, pourquoi les dom-toms? Alors, on a parlé tout à l'heure des départements non connectés, et effectivement, c'est le cas des dom-toms avec une énergie électrique d'origine fossile, en grande partie, à peu près 70% de l'énergie électrique produite au dom-tom est encore de l'énergie fossile. Donc, avec des climats qui sont spécifiques, un climat austral, avec des températures élevées, tropicales, avec des taux d'humidité qui peuvent être importants, un rayonnement azimutal qui fait que l'impact de l'isolation n'est pas tout à fait calculé de la même manière qu'en France métropolitaine, un habitat qui est très hétérogène, avec parfois même de la précarité des ménages. On a un taux de pauvreté qui peut aller jusqu'à 40%. Donc, il est hors de question de demander à ce qu'on change forcément toutes les clims. Parfois, on est en dehors de tout système, disons, acceptable d'installation de clim. Et donc, dans ce domaine-là, il y a un travail de sensibilisation d'un public tout à fait particulier à émettre. La slide d'après. Alors, pour cela, les ménages auront accès à une plateforme, Coach Climeco, pour lequel ils pourront à la fois recevoir une sensibilisation par les ambassadeurs Climeco qui auront été formés au dispositif, qui auront la possibilité d'avoir des ressources
de type information, suivi aussi de l'impact que pourrait avoir chez eux l'adoption des éco-gestes en termes d'économie d'énergie, et puis un coaching en ligne qui ne soit pas rébarbatif, mais plutôt ludique et attractif. La slide d'après. Alors, là encore, les actions sont quantifiées. Le programme a des objectifs très précis. Évidemment, des réunions d'information pour faire connaître le programme et le faire partager par la population des 5 départements d'outre-mer qui sont couverts. La formation de 3000 ambassadeurs Climéco avec 1400 entreprises frigorifiques et puis le reste de gestionnaires immobiliers ou de gestionnaires de bâtis qui contiennent des climatisations. On peut aussi intégrer des associations qui peuvent être des relais dans le cadre d'associations avec d'autres programmes, notamment ceux liés à l'isolation des bâtiments. Et puis 120 000 stickers marquages qui permettent d'intégrer les ménages dans les programmes de coach Climéco. La slide d'après. Alors là encore, les impacts sont à la fois pour la planète, la population et le profit. Alors, les économies en électricité sur ces territoires non connectés ont évidemment un impact GES très important. Le facteur d'émission de l'énergie électrique dans les dom-toms est 10 fois supérieur à l'énergie électrique produite sur le continent en raison de son origine nucléaire. Au niveau des personnes, effectivement, le fait de faire des économies par des bonnes pratiques va générer moins de précarité énergétique et puis une baisse de la consommation des ménages qui va se traduire évidemment par une économie financière qui ne va pas être forcément drastique, mais globalement, la consommation d'énergie, de la climatisation sur la facture énergétique d'un ménage dans les dom-toms, c'est environ 20% de sa consommation globale. Donc voilà les impacts. Donc si vous êtes à la fois intéressé par alors si vous êtes intéressé par Climéco, n'hésitez pas à me contacter. Et puis la même chose pour Éclair, je pense que le CEMAFROID pourra répondre aux entreprises qui voudraient s'engager dans ces programmes. Voilà. Je vous remercie. Je ne sais pas si... Merci Eric. On a déjà quelques questions, mais on y reviendra peut-être après parce qu'elles sont sur l'ensemble des sujets et C2E et programme. Camille. Allô? Vous m'entendez? Oui, on t'entend à nouveau, oui. Merci Gérald, merci Eric. Effectivement, je pense que le froid est un sous-secteur extrêmement énergivore qui est très malheureusement sous-estimé en termes de levier pour la transition énergétique. Et ce qui est extrêmement intéressant dans les programmes, que ce soit Climéco ou Éclair, c'est que l'efficacité énergétique ne réside pas tant dans la technologie que dans son usage. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là, dans ce secteur. On ne t'entend plus. Là, ça va mieux? Oui, très bien. Donc, nous allons passer à la dernière présentation de cette session sur le défi de l'énergie, avec une présentation de Cryogel sur le stockage d'énergie thermique avec une technologie de glace encapsulée. Donc, je laisse la parole à monsieur Nicolas Winkler, c'est ça? Winkler, est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien, Nicolas. D'accord, merci beaucoup. Merci à tous. Bonjour, mesdames, messieurs. Merci au CEMAFROID aussi pour cette invitation et pour cette thématique vraiment très bien choisie et intéressante. Je pense qu'on est vraiment dans l'ère du temps avec des besoins qui sont aujourd'hui croissants. Donc, je parlerai en quelques mots de l'entreprise. On peut déjà passer au prochain slide. Essentiellement pour vous dire qu'en termes d'efficacité énergétique, nous avons des pistes qui sont liées à notre activité principale qui est le stockage thermique, le stockage de glace en particulier. Donc, tout le monde connaît le stockage électrique. Il y a d'autres formes de batteries, comme par exemple le stockage thermique et le stockage de glace, que j'aimerais vous décrire en détail aujourd'hui. Donc, en deux mots, Cryogel fait partie du groupe RN, dont l'activité principale est justement l'économie des ressources naturelles. Donc, avec différentes filiales, Cryogel et FAFCO qui s'occupent de stockage de glace, et d'autres sociétés
qui présentent aussi des équipements en termes d'efficacité énergétique et d'innovation qui peuvent être très intéressants. Donc, le prochain, s'il vous plaît. Le prochain slide. Merci. Donc, qu'est-ce que c'est que le stockage thermique? Vous verrez TES dans la présentation, Thermal Energy Storage, donc stockage thermique d'énergie. On prend ici un besoin de refroidissement global pendant une journée de 24 heures de 8200 kWh. Sans stockage, cette installation est conçue pour les besoins maximaux. Donc, la puissance du chiller, par exemple, sera définie à 1000 kW pour pouvoir couvrir les besoins pour ce cycle, pour ce pic de 1000 kW. Donc, souvent, une sécurité supplémentaire est prise, ce qui fait que les équipements seront dimensionnés à 1100, 1200. Donc, là où, appuyez s'il vous plaît, là où cette technologie est très intéressante, donc on va apercevoir ensemble une zone assurée. On voit à travers ce graphique que nous avons ici la possibilité, si les équipements fonctionnaient en permanence à leur puissance maximale, de couvrir, on le voit au bas du slide, près de 29 000 kWh de besoin. Mais finalement, on a des équipements qui servent pour des besoins très, très inférieurs, 3,5 fois inférieurs à ceux des besoins réels. Donc, ce qui nous sert de transition ici, à présenter le principe du stockage thermique et l'intérêt du stockage thermique. Vous apercevez notamment que ces équipements fonctionnent 12 heures, 13 heures, 14 heures par jour et ne fonctionnent plus le reste de la journée. Le prochain, s'il vous plaît. Donc, la partie la plus importante est le schéma que vous apercevez à droite. Donc, on aperçoit, comme tout à l'heure, un profil thermique rouge qui définit les besoins de climatisation du bâtiment lambda. Ça peut être un théâtre, un centre commercial. Ça peut être aussi un district cooling qui va desservir les besoins de refroidissement de tout un quartier, mais également des besoins industriels où les profils en question sont en général plus plats et plus importants, souvent 24 heures sur 24. Donc, plutôt que de couvrir les besoins uniquement à partir d'équipements qui fonctionnent quand le besoin existe, l'idée est de venir stocker de l'énergie froide sous forme de glace dans ce cas-là, pendant la nuit, et donc en particulier pendant les heures creuses. Donc, quand nous avons cette opportunité d'avoir des tarifs 30%, 50%, dans certains pays 80% inférieurs, ça rend évidemment le stockage de cette énergie froide, de cette glace, d'autant plus intéressant. Donc, pour que chacun ait un ordre de grandeur de la densité de la glace en termes de capacité thermique, 1 mètre cube de glace permet de stocker 45 kWh. Donc, l'idée, c'est que nous réalisons de la glace dans des cuves, en général pendant la nuit, et cette glace sur laquelle va venir le fluide réchauffé du circuit de climatisation sera donc refroidi par la glace pour retourner dans le circuit de climatisation à des températures plus basses pendant le jour et pendant ces appels de puissance. Donc, pendant les heures pleines, là où l'énergie est plus chère. Donc, on profite d'une énergie froide produite pendant les heures creuses, là où elle est beaucoup moins chère. Typiquement, un retour sur investissement qui varie de 1 an à 3 ans, à partir du paramètre dont je vous parlais tout à l'heure, le paramètre principal étant le différentiel du coût de l'énergie entre le jour et la nuit. Donc, la technologie cryogel, différentes technologies permettent de stocker de la glace. Beaucoup de confrères stockent cette glace à partir d'échangeurs, donc essentiellement des faisceaux tubulaires qui peuvent être en plastique, qui peuvent être métalliques également. Cryogel est l'inventeur d'une technologie de stockage sous forme de nodules. Donc, l'un des deux fondateurs de l'entreprise a inventé ce procédé dans les années 80. Donc, un procédé qui a évolué. Au départ, nous proposions simplement des sphères avec une poche d'air à l'intérieur parce que l'eau qui se trouve à l'intérieur des sphères et qui se transforme en glace, donc en prenant en glace, se dilate. Donc, on mettait une poche d'air de façon à absorber cette dilatation. Sur cette dernière technologie née en 2005 où nous ajoutons un corps d'expansion, c'est le corps d'expansion interne à la sphère qui va absorber entièrement la dilatation de la glace. Donc, ce qui nous permet de ne pas avoir de poche d'air et ce qui permet en même temps
d'améliorer les échanges thermiques, donc entre le fluide glycolique qui s'écoule à l'extérieur et la glace que l'on aura créée à l'intérieur pendant les cycles on parle de charge, pendant les cycles de charge la nuit. La cuve est entièrement statique. On parle ici d'équipements qui ont une durée de vie qui dépasse très largement les 25 ans, en particulier quand il s'agit de cuves en béton. Prochain slide. Donc, toutes les formes de cuves existent. Les cuves peuvent être métalliques, les cuves peuvent être en plastique, elles peuvent être en béton. L'un des grands avantages de cette technologie de billes sous forme de produits en vrac a l'avantage de pouvoir remplir des volumes quels qu'ils soient. Donc, si certains d'entre vous ont des volumes disponibles au niveau -4, -5 d'un bâtiment, des pièces qui ne sont pas utilisées, on peut déjà utiliser les parois, les murs existants, ajouter des murs supplémentaires, donc de façon à créer une pièce qui est entièrement fermée, donc un petit peu de génie civil, auquel on va ajouter une isolation, et on vient remplir cette pièce qui aura été créée spécifiquement, qui aura été mise à nouveau spécifiquement pour le stockage thermique. Donc après isolation, on vient remplir de billes, et on peut apercevoir sur le schéma de droite le fonctionnement. Donc, si vous pouviez cliquer sur le schéma, de l'eau glycolée est pulvérisée à partir du haut de la cuve, et cette eau glycolée qui se trouve à -5 degrés, -6 degrés, va permettre la prise en glace de l'eau qui est emprisonnée à l'intérieur des sphères. Donc, tant pis pour l'animation, mais vous l'avez compris. Donc, pendant les phases de charge, nous allons charger la cuve, ce qui signifie faire prendre en glace l'eau qui est emprisonnée dans les billes. Donc, on descendra des températures de -5, -6. C'est des cycles qui durent typiquement de 8 à 10 heures. Donc, on voit ici le produit avec le corps d'expansion à l'intérieur. On ne va pas s'attarder, vous pouvez passer au prochain. La photo droite présente le corps d'expansion qui est comprimé à cause de la dilatation de la glace. La glace prend un volume 9 à 10% supérieur à celui de l'eau. Le prochain. Donc on aperçoit ici la cuve, un système de pulvérisation. L'avantage de ces billes statiques, elles sont statiques parce qu'elles ne se dilatent pas. Donc on n'a pas le besoin de les immerger dans l'eau glycolée pour les faire prendre en glace. Ce qui permet une mise en œuvre beaucoup plus facile. L'un des grands avantages étant aussi le fait qu'il suffit que le fond de la cuve, dernier mètre, cette partie en rose pâle en bas de la cuve soit immergée. Donc il suffit qu'on ait à peu près 800 mm en hauteur de glycol de façon à éviter la cavitation des pompes en sortie de cuve, et ce qui permet de mettre en œuvre à peu près 6 à 8 fois moins de glycol. La technologie permet d'entasser ces billes sur des hauteurs allant jusqu'à 10 ou 12 mètres, ce qui veut dire dans la pratique que quand le foncier est cher, quand on ne dispose pas de place, on peut avoir une empreinte au sol qui est très limitée, construire en hauteur, et puis avoir, grâce à la glace, qui est l'avantage de présenter une énergie très dense, de mettre en place un stockage d'énergie très important pour répondre aux différents besoins. Vous voyez sur les photos de gauche les différentes technologies de cuve, métalliques. Toutes les technologies sont isolées soit de l'intérieur, soit de l'extérieur. On n'aura pas le temps de développer aujourd'hui, mais c'est quelque chose que je peux détailler plus tard pour vous. Le schéma milieu est très intéressant. On parle de cette capacité évolutive, ou si le client anticipe des besoins évolutifs, s'il souhaite, dans le cadre, par exemple, d'un district cooling, attacher des bâtiments nouveaux à l'installation principale, eh bien, il suffit d'ajouter des billes supplémentaires. Donc, cliquez, s'il vous plaît. On complète le niveau en billes de cette cuve, ce qui permet de façon très simple d'augmenter l'énergie. Si vous faites sur rentrée, ça marchera aussi. Donc, il suffit de compléter le niveau de ces billes de glace à l'intérieur de la cuve, ce qui nous permet d'augmenter la capacité d'énergie stockée. Et donc, il y a un dernier schéma à droite qui met en avant le fait de ce que j'expliquais tout à l'heure. Ce stockage en vrac permet de remplir entièrement des volumes, donc contrairement à des systèmes qui sont tenus par les dimensions des conditionnements. Prochain. Un exemple en quelques secondes, le stade de Singapour, c'est un mini district cooling que nous avons réalisé il y a 4-5 ans.
La puissance de réfrigération maximale dont a besoin le client est 36 MW, 20 étant fournis par les chillers et le froid et 16 supplémentaires fournis directement par le stockage de gaz. Donc, j'en viens à la conclusion de cette installation, l'intérêt aussi de ce stockage thermique. Donc, la puissance des chillers descend à 20 MW, on économise 16 MW. L'économie en CAPEX, en investissement sur cette affaire représente à peu près 6 millions d'euros et 15 en coût d'exploitation sur une durée de 25 ans. Le prochain. Et donc, je vous expliquais en tout début de présentation qu'il y a aussi des technologies qu'on n'aura pas le temps aujourd'hui. Les systèmes évaporatifs que certains d'entre vous connaissent permettent d'améliorer l'efficacité énergétique des chillers, des tours de refroidissement. Nous avons une activité très particulière aussi où nous améliorons la température de l'air aspiré à l'intérieur des turbines à gaz. Donc, en régulant cette température, en l'abaissant, on peut obtenir jusqu'à 30 à 40% de production énergétique supplémentaire où on revient aux conditions nominales de fonctionnement des turbines qui sont designées en général pour des températures de fonctionnement de 15 ou 20, mais qui dans la pratique ne sont jamais atteintes. Et dernier slide où je résume en rouge donc les points qui sont purement liés à notre thématique d'aujourd'hui, le défi de l'énergie. Donc, cette technologie de stockage permet une capacité réduite des groupes froids et des appareils associés, tours de refroidissement et pompes, permet de déplacer la consommation d'énergie vers les heures creuses, moins chères. C'est un système qui est sans entretien, qui ne bouge pas pendant 25 ans ou plus. Il y a un retour sur investissement qui est très intéressant. Quand on compare le coût du kilowattheure de cette énergie froide, nous sommes à des niveaux 5 à 10 fois inférieurs au coût de l'électricité qui est stockée en batterie. Donc, nous avons une batterie thermique, en quelque sorte, qui est très économique. Et je vois que j'ai dépassé les 10 minutes, excusez-moi. Merci beaucoup, Nicolas, pour cette présentation qui illustre des choses qu'on fait et qui sont peut-être moins connues, mais on est très connu pour le transport, la chaîne du froid, mais on intervient aussi sur ce type de matériel et avec vous depuis quelques années, et c'est avec plaisir. Camille ? Voilà. Est-ce qu'on passe aux questions peut-être ? Donc, oui, alors est-ce que tu veux que je les lise ou est-ce que tu veux les lire ? Ça m'est égal, comme tu veux. Oh, vas-y, tu peux y aller. Ok, alors je pense qu'on a deux questions qui vont s'adresser à Eric principalement. Quelle est la part du digital, si on peut l'évaluer, dans les économies obtenues via le suivi des bonnes pratiques dans Éclair ? Oui, alors moi j'avais vu la question, donc j'ai ressorti les rapports sur les d'abord je voudrais quand même dire qu'il est assez difficile de les pondérer si on n'explique pas d'abord que les économies ne s'additionnent pas. Certaines se multiplient, d'autres s'additionnent. Tout dépend de la bonne pratique considérée ou de la voie digitale qui est considérée. Mais globalement, les perspectives d'économie générées par les aspects digitaux sont de l'ordre d'un petit peu plus de 6% d'économie sur la consommation d'énergie. Et potentiellement, pour les bonnes pratiques réalisées par les conducteurs, dont certaines sont très importantes, hein, les ouvertures de portes avec des interdictions thermiques sont des points importants, on peut aller jusqu'à plus de 20% d'économie. L'autre point, c'est que le volet digital peut se renforcer à mesure de l'automatisation de certains points sur les camions. On a pris des mesures, des calculs prudentiels parce qu'on sait que tous les camions ne sont pas dotés de détecteurs d'ouverture de porte ou de choses comme ça. Mais il est évident que si toute la flotte est équipée de cette manière, eh bien la proportion va être modifiée. Alors, j'espère que ça répond à la question posée. Et alors, la deuxième question, je ne sais plus ce que c'est, Camille. Y a-t-il d'autres axes autour des équipements en propre, donc groupes et véhicules, envisageables dans le cadre de ce programme ? Alors, pour le coup, c'est peut-être pas moi qui vais répondre. Ouais, c'est peut-être moi qui vais répondre sur Éclair.
Ça fait partie des choses en cours de discussion. Et comme le rappelait Eric tout à l'heure, les programmes de certificats d'économie d'énergie ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan des programmes ou dans la mer des programmes, puisque ce n'est pas encore un océan, alors que le froid, c'est, comme l'a rappelé Camille et l'a rappelé Eric, 20% de la consommation électrique mondiale. Et donc, le froid mériterait une place bien plus grande dans les programmes de certificats d'économie d'énergie, et en particulier en y intégrant ces aspects de matériel. Donc oui, ça fait partie des choses que tant sur Éclair que sur Climeco, que sur les autres sujets du froid, il faut prendre en compte. Et je pense que c'est un peu ce que sous-tendait aussi la présentation de Steve au départ, en disant il y a des secteurs d'activité dans les activités professionnelles qui sont sous-dotées en C2E, que ce soit sur les modalités des programmes spécifiques, des opérations standards ou des programmes C2E que Eric nous a présentés. Ok, merci. Une question qui va plutôt s'adresser à Nicolas de Cryogel, c'est quel est l'impact carbone d'une telle installation ? L'impact carbone est relativement neutre. Produire de la glace à -5, -6 degrés demande plus d'énergie que de produire, par exemple, de l'eau froide, ou que de produire en direct à partir de chillers. Donc, le calcul global, sachant qu'en parallèle, les chillers sont plus efficaces la nuit quand ils fonctionnent à des températures inférieures, le calcul global en termes de CO2 est neutre. Ok, merci. Une dernière question pour vous. Est-ce qu'il est possible d'adapter cette technologie pour des chambres froides, par exemple pour du stockage alimentaire ? Oui. Donc nous parlions tout à l'heure de produits à changement de phase. Dans ce cas-là, il s'agira de mettre en œuvre des produits qui changent de phase à des températures inférieures, -5, -6, voire des températures encore inférieures selon les températures que l'on cherche à obtenir dans cette zone de stockage. Donc, d'autres produits que l'eau permettent de stocker du froid ou du chaud d'ailleurs. Peut-être sur ce point-là, un petit ajout, c'est que globalement, le stockage de froid, le stockage de glace hydrique, comme l'a rappelé Nicolas Vinclair tout à l'heure, est une technologie assez ancienne avec des solutions simple qui était de faire des gros blocs de glace autour de tuyaux et qui a été utilisé longtemps et dans l'industrie agroalimentaire et dans le stockage frigorifique à température positive, puisqu'on peut faire de la glace hydrique pour fonctionner à certaines températures positives, en particulier sur des stockages de choses comme des fruits et légumes. C'est quelque chose qui est beaucoup moins efficace que la solution que vient de nous présenter Nicolas Vinclair, qui est en termes d'efficacité, de puissance disponible, de réactivité, bien plus important. Donc oui, c'est quelque chose qui fait sens dans un certain nombre d'utilisations, pour peu qu'on le dimensionne correctement. Et en tout cas, pour ceux qui connaissent les versions, je dirais archaïques, mais les versions historiques du stockage de glace dans la réfrigération, c'est effectivement quelque chose qui n'a à voir que le principe du stockage par changement de phase. Sur le reste, c'est une solution qui a un comportement bien plus intéressant, bien plus pilotable et efficace. Merci beaucoup. Nous avons adressé à peu près toutes les questions, je pense. Est-ce que tu veux conclure, Gérald, sur la session ? Je voulais remercier, merci à tous les intervenants pour votre participation. Merci Nicolas, merci Steve, merci Eric pour ces présentations intéressantes. Je pense qu'elles vous ont permis de voir une certaine cohérence sur des sujets d'énergie, qui avaient des belles choses à faire en la matière dans le froid.
que le CEMA-Froid et ses partenaires peuvent vous accompagner là-dessus, que ce soit au laboratoire, chose que l'on a développée par exemple avec Cryogel, que ce soit dans la partie accompagnement sur des C2E, dans la partie programme, dans la partie bonne pratique, dans la partie formation, puisque dans Éclair, dans Climeco, il y a des formations qui sont des choses que le CEMA-Froid fait ou peut faire. Dans la partie conception, contenu, démarquage et des programmes. Donc, ça fait partie de nos activités. L'énergie est un défi que nous avons à relever ensemble pour le froid dans l'avenir. Donc, merci d'avoir participé à cet atelier. Merci Camille de l'avoir animé.